Les amis, aujourd'hui nous allons partager avec vous un sujet très intéressant. Comment réaliser et écrire une recherche scientifique. Moi, c'est le professeur Ernest Soumaïli, je suis rédacteur en chef adjoint des Annales africaines de médecine. Voici le plan que je vous propose. Donc, après une brève introduction des objectifs, on verra pourquoi publier, que veulent les rédacteurs, les différents types d'articles, les étapes de la rédaction scientifique, la structure d'un article original. Nous allons nous atteler aussi sur les considérations éthiques, les références, la conclusion, et puis nous parlerons des revues pirates ou de prédatrices. Tout chercheur se demande par où commencer, ce qu'il faut faire en premier après avoir réalisé une recherche. Et donc d'écrire son travail de recherche dans un format compréhensible et acceptable pour la publication n'est pas une chose facile. Ainsi, plusieurs chercheurs se retrouvent sous pression. Il faut publier, peut-être pour avancer dans la carrière, pour chercher un financement ou pour justifier les allocations antérieures, pour avoir un diplôme universitaire, de master ou de doctorat. Donc on est sous pression. Et pourtant, les jeunes sont souvent très peu formés, voire pas du tout, à l'art de rédiger un article scientifique. Pour les cliniciens comme nous autres, en particulier, la charge de travail clinique est telle que la recherche ou l'écriture scientifique sont considérées comme des activités secondaires. Donc, ce n'est pas une priorité immédiate. Cependant, la concurrence est déjà très féroce. Les articles sont de plus en plus rejetés et les universités africaines sont très mal cotées. Il est donc primordial de bien faire les choses afin que nos articles aient une chance d'être acceptés et donc que nos universités soient bien cotées. Comme vous pouvez le voir sur cette figure, le pourcentage d'intervention des articles africains en 2011, c'était seulement 1%. Ça tend à augmenter. On voit ici en 2016, c'était à 13%, comme en 2015. Et 2017, 24%, 2018, 28%. C'est encore peu. Et donc, les objectifs de cette conférence, c'est de connaître comment faire correctement une recherche scientifique, connaître et appliquer les bonnes pratiques de rédaction. Et comme objectif pédagogique, identifier les types d'études, décrire les étapes d'une recherche scientifique, savoir comment rédiger les différentes parties d'un document scientifique et surtout connaître les bonnes et mauvaises pratiques dans la rédaction scientifique. Enfin, comment reconnaître une revue pirate. Alors on peut se poser la question, pourquoi publier? Il y a plusieurs raisons. C'est parce que les chercheurs ont quelque chose d'important à dire. Pour les étudiants TFE, TFC, c'est familiariser ou inciter les étudiants à la recherche. On va publier pour changer les pratiques ou pour faire la promotion d'idées ou de débats et surtout pour que leur travail soit évalué par des pairs, par des experts. Il y en a qui, semble-t-il, publient pour de l'argent. Mais surtout, c'est pour avancer dans la carrière. Il y en a qui publient pour s'amuser ou se tenir à jour, ou pour former des collègues. Il y en a qui disent que c'est pour se sentir mieux, par narcissisme. Il y en a qui publient par plaisir. Donc vous comprenez que les raisons qu'on a évoquées ici ne sont pas exhaustives. Il y a plusieurs raisons qu'on n'a pas évoquées. Maintenant, quel est le rôle des revues scientifiques? Les revues scientifiques, c'est le moyen de communication académique.
Les revues font partie de la recherche scientifique et ne se contentent pas seulement de diffuser l'information. Par les peer reviewers, elles valident la science. Les revues enregistrent la temporalité des travaux des auteurs, mais aussi elles archivent la science. Elles permettent aux scientifiques de naviguer dans le volume de matériel publié, qui sont d'ailleurs en croissance permanente. Et donc on reconnaît 4 rôles des revues scientifiques. C'est la registration, donc l'enregistrement, la diffusion, mais surtout certifier, et enfin l'archivage des données. Le marché mondial, ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres d'affaires des revues scientifiques, surtout des revues en anglais, c'était 10 milliards de dollars en 2013, et le marché total serait aujourd'hui de 25 milliards. Et dans ça, 55% c'est pour les États-Unis, 28% pour l'Europe, le Moyen-Orient, et 14% pour l'Asie. Et dans les pays à faible revenu, ça n'intervient que pour 4%. Et donc aux États-Unis, il y a à peu près 100 000 employés, donc 40% pour les États-Unis, et 20 et 30 000 emplois induits par les revues scientifiques. On compte environ 28 000 revues scientifiques académiques en anglais, avec comité de lecture. Et par an, on a à peu près 3 millions d'articles qui sont publiés et 1 million dans PubMed. On pense que la croissance mondiale des revues, c'est 3% par an, dont 17% en Chine. Et on compte environ 10 millions de chercheurs qui publient activement, soit à peu près 20%. Alors, par les peer reviews, ça a changé considérablement, bien qu'il y ait encore des accusations. On pense qu'un reviewer passe en moyenne 5 heures pour lire un article et va lire 5 à 8 articles par an. Et il y a maintenant des innovations pour les peer reviewers. Il y a les peer reviewers ouverts, le portable peer reviewer. Ça veut dire que vous soumettez votre article, par exemple, dans les annales. Les annales demandent votre autorisation, ils envoient dans une autre revue. Et il y a aussi des post-publications peer review. Donc vous avez publié votre article et puis d'autres personnes vont relire cet article. Et là, parfois, il y a des rejets. Et donc, il y a virtuellement, tous les articles aujourd'hui sont en ligne. Et les modèles sont très nombreux. Chaque année, des revues arrêtent les formats papier. Et dans DOEG, vous avez à peu près 11 000 revues. Et donc, les réseaux sociaux aujourd'hui ont un impact sur les revues. Vous avez aussi les smartphones qui ont changé aussi les revues. Et donc, les données augmentent rapidement les métriques. Il y a une transparence des données. Il existe 78 registres pour déposer les données sources. Par exemple, il y a des revues comme PLOS ONE. Quand vous soumettez votre article, on vous demande aussi vos données. Et parfois, on peut transférer le travail sur les auteurs. Alors, quels sont les moteurs de la publication? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord la carrière académique, mais aussi les financements de recherche. Il y a d'autres moteurs. On pense qu'un chercheur peut lire environ 270 articles par an, avec au moins 30 minutes par article. Maintenant, on peut se poser la question, que veulent les rédacteurs? Eh bien, les rédacteurs veulent des articles excités, des articles importants. On voit surtout l'originalité, les articles qui ont un intérêt pour les lecteurs, et surtout, ils veulent la vérité. Des articles qui sont écrits avec clarté et courts, des articles convaincants. Quels sont les différents types d'articles que l'on peut connaître? Il y a d'abord l'article original, il y a les cas cliniques, l'éditorial, il y a les lettres ou les lettres à la rédaction,
rédaction, les notes techniques, les revues générales, il y a les mises au point. On peut aussi faire des analyses d'articles, ce qu'on appelle les méta-analyses. Vous avez aussi des thèses, vous avez des livres, vous avez les comptes rendus des sessions des réunions scientifiques. Et il y a aussi les quid. Donc, quel est votre diagnostic? Ça, il y a des revues qui sont spécialisées pour ça. Par exemple, la revue médicale de Liège. Et là, il y a même des étudiants qui publient dans cette revue quel est votre diagnostic. Les thèses de doctorat, vous avez des mémoires, les travaux de fin d'études et les travaux de fin de cycle. Ce sont des documents scientifiques. Alors, quelques exemples d'articles originaux, c'est notamment les essais cliniques randomisés, les études de cohorte prospectives, l'étude de cohorte rétrospective, les études cas témoins, et vous avez aussi les séries de cas. Dans les enquêtes épidémiologiques, vous pouvez rechercher l'incidence d'une maladie, ça c'est dans les suivis des populations, les suivis des cohortes. Mais vous pouvez chercher aussi la prévalence, ça c'est dans les études transversales, à condition que l'échantillon soit bien sûr représentatif. Alors, ce qui est important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour dire que moi je ne sais pas écrire un article, parce qu'il y a des lignes directives internationales selon le type d'article que vous voulez écrire. Par exemple, les essais randomisés, vous avez Consort. Les études observationnelles, vous avez Strobe. Les revues systématiques, vous avez Prisma. Les cas cliniques, vous avez CARE, etc. Et tout ça se trouve bel et bien sur les sites web des Annales africaines de médecine. Quand vous allez sur le site web des Annales africaines de médecine, on vous donne les instructions aux auteurs et on décrit l'article original et on vous met même un lien où vous pouvez télécharger gratuitement toutes ces lignes directives pour vous apprendre comment écrire. Et d'ailleurs, c'est même en français. Alors, l'éditorial, il y a des thématiques. Ça peut être sur les numéros ou sur un article. L'éditorial peut être organisationnel, sur la profession. Parfois, ça peut être controversé avec deux éditos, donc opposés sur un même thème. Parfois, c'est l'auteur ou même un revieweur qui a reviewé peut-être un article. Le comité de rédaction trouve que c'était pertinent. On peut lui demander de faire un éditorial sur le sujet de cet article. Donc l'éditorial peut être spontané ou alors à la demande. Ça peut être aussi une réponse à une question, tout comme ça peut être des résultats originaux. Ça peut être des opinions sur des preuves ou son expérience, ou alors une prise de position sur un thème particulier. Alors, le rapport de cas ou les séries de cas, les rapports de cas, c'est une description d'un cas intéressant, un cas inhabituel, ce sont des cas cliniques. Les séries de cas, une description d'une série de cas comparables, mais sans comparaison avec un groupe témoin ou un autre groupe de cas. Alors, vous avez ici, vous pouvez trouver ça sur le site web des Annales, la traduction française des lignes directives CARE pour l'écriture et la lecture des études des cas. Donc, comment est-ce que vous pouvez écrire votre cas clinique? Et vous pouvez télécharger gratuitement sur le site web des Annales africaines de médecine. Et voilà les checklists. On vous montre même comment vous devez présenter votre titre et les mots-clés, les résumés, qu'est-ce qu'il faut mettre dans les résumés, l'introduction, qu'est-ce qu'il faut écrire, et puis la description de votre cas. Il faut qu'il y ait une information démographique, les principales inquiétudes, les symptômes du patient, les antécédents, etc. Un peu comme la démarche que l'on fait lorsqu'on fait la sémiologie médicale. Et puis, les résultats cliniques, la chronologie, la démarche diagnostique, et s'il y a une intervention thérapeutique, etc. Les suivis des résultats, comment vous allez présenter la discussion, et puis le consentement éclairé, les perspectives si possible. L'étude transversale, c'est un cliché d'une population.
Donc, on décrit la fréquence d'une maladie, on peut décrire en même temps ses facteurs de risque ou des associations, les autres caractéristiques dans une population donnée pendant un laps de temps déterminé. On peut faire une comparaison des données obtenues en fin d'étude à celles du début de l'étude. Donc là, c'est une étude d'association, mais pas de relation causale, mais entre une intervention donnée et l'issue clinique. C'est utile pour déterminer la prévalence d'une maladie. Comme vous le savez, la prévalence est ancien et nouveau cas, à un moment déterminé et pour évaluer un nouveau test diagnostique. Vous avez ce qu'on appelle l'étude croisée. C'est une étude expérimentale dans laquelle on administre à un même groupe de patients 2 ou plusieurs traitements expérimentaux, l'un après l'autre, dans un ordre déterminé ou au hasard. Et là, il est impossible à réaliser pour des traitements à effet permanent et lorsque la période nécessaire à l'élimination du traitement est inconnue ou est très longue. Alors, vous avez aussi ce qu'on appelle les études cas témoins. Donc, la sélection des sujets réalisés, c'est en fonction de l'issue. L'étude d'observation, par exemple, rétrospective, dans laquelle les caractéristiques des malades, dont les cas sont comparés plutôt à celles des sujets indemnes de la maladie. Donc, ils doivent être comparables, mais sauf pour la maladie. C'est particulièrement adapté pour les maladies rares ou celles qui présentent une longue période entre l'exposition et l'issue et pour l'étude d'hypothèses préliminaires. Alors souvent, ça demande moins de sujets nécessaires que dans les études transversales. Donc comme vous pouvez le voir, par exemple, un patient avec un cancer, on regarde dans ses antécédents, qu'est-ce qu'il a eu comme antécédent, par exemple le tabagisme. On va le comparer avec un groupe témoin sans cancer. Donc là, il faut fixer les paramètres ou les caractéristiques d'appareillement. On peut prendre un sujet avec cancer, avec 2 témoins, etc. Et il y a des formules bien précises pour calculer tout ça. On regarde également les antécédents. Puis, on va faire une comparaison des antécédents et on va tirer la conclusion. Et c'est là qu'on pourra peut-être dire que le tabagisme est associé, par exemple, au risque de cancer bronchopulmonaire. Les études de cohorte, donc ici, la sélection des sujets réalisés, c'est en fonction de l'exposition et non pas par de l'issue. Alors, si c'est une étude observationnelle, donc le plus souvent prospectif, là, c'est un groupe de sujets exposés à des facteurs de risque d'une maladie ou à un traitement particulier, et sera suivi pendant une période déterminée et comparé à un groupe contrôle non exposé. Alors, l'étude peut aussi être rétrospective, réalisée sur base des dossiers médicaux, à condition que les dossiers soient bien tenus. Par exemple, pour évaluer les risques auxquels les sujets ont été exposés antérieurement. Il n'y a pas de répartition au hasard des individus, le suivi jusqu'à l'apparition de l'issue recherchée. Il n'y a pas d'intervention extérieure pour l'exposition à des facteurs de risque. Par exemple, les sujets qui fument le font d'eux-mêmes. Donc là, c'est vraiment conforme à l'éthique. La limite ici, c'est que c'est difficile à utiliser pour les maladies rares ou pour les échantillons de grande taille ou des suivis particulièrement longs. Donc vous voyez ici, par exemple, des gens qui fument, on va les suivre pendant quelques temps. Et parmi eux, il y en a qui vont développer des cancers, d'autres ne vont pas développer des cancers. On va les comparer à ceux qui ne fument pas, on va les suivre et bien sûr, il y aura très peu de gens qui vont développer des cancers par rapport à ceux qui fument. Et là, donc, on va voir que le fait de fumer et donc expose réellement au risque des cancers. Vous avez également ce qu'on appelle l'essai contrôlé randomisé, donc une étude expérimentale où les patients éligibles sélectionnés pour une intervention sont répartis là de manière aléatoire, donc au hasard en 2 groupes. Le premier groupe reçoit le traitement, tandis que le second reçoit en général un placebo. Et puis la répartition au hasard ayant pour but d'assurer que les patients répartis dans les 2 groupes sont rigoureusement semblables en tout point, excepté en ce qui concerne l'intervention qu'on projette. L'importance clinique certaine ou probable est ici recherchée.
La réalisation de l'étude en aveugle ou en double aveugle de manière à écarter tout biais éventuel. Alors, l'issue est mesurée chez au moins 80% des participants entrés dans l'étude, ce qui correspond à des pertes au niveau de suivi inférieur ou égal à 20%. Donc, vous avez ici un groupe de patients, vous allez faire une répartition au hasard, il y en a qui auront un traitement et les témoins n'auront pas de traitement ou de placebo, et puis on va les suivre pendant un temps. Ensuite, on va comparer les résultats. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les essais contrôlés randomisés. Et là encore, vous avez justement les lignes directives. Ici, c'est Straub qui vous donne comment vous allez écrire votre titre, les résumés, l'introduction, les méthodes, etc. Et puis, vous devez aussi décrire toutes les mesures que vous avez prises pour éviter les sources potentielles de biais. La taille de l'étude, vous devez expliquer comment a été déterminé le nombre de sujets à inclure. Tout ça se trouve sur les sites web des annales africaines que vous pouvez télécharger gratuitement, y compris les analyses statistiques, comment présenter les résultats, la population, etc. Et on vous donne même, s'il s'agit d'études transversales, études de cohorte, études cas témoins, tout ça on a décrit dans ces lignes directives, y compris la présentation des tableaux, la discussion, etc. Vous avez aussi ce qu'on appelle les méta-analyses. Ça consiste à rassembler les données issues d'études comparables et puis l'outil statistique adéquat. Elle regroupe les études pertinentes qui essaient de répondre à une question précise de manière critique et quantitative. L'avantage, c'est que la méta-analyse permet de réunir un nombre important de patients et d'événements et d'arriver à des conclusions plus solides que si on faisait seulement, si on n'avait que des études individuelles. On tient compte dans une méta-analyse des résultats de l'analyse combinée, mais aussi l'hétérogénéité des résultats des études individuelles. Évidemment, la méta-analyse a plus de poids si la tendance des essais individuels va dans le même sens que dans les directions opposées. Mais il y a des limites. La méta-analyse n'est applicable que si différentes études utilisent des stratégies identiques et fournissent des données quantitatives semblables, ce qui est rarement le cas puisque deux essais ne sont jamais comparables en tout point, même lorsqu'ils répondent à la même question de départ. La variabilité entre les études se situe aussi bien au niveau de leur qualité et de la théorie qui supporte les hypothèses formulées que de la conception des expériences et des méthodes statistiques qui permettent d'interpréter les résultats. Et donc, dans le but de faire le point sur une question, dans des conditions de grande variabilité entre les études, une autre démarche rigoureuse de revue critique appelée méta-analyse qualitative a été aussi développée. Là encore, c'est Prisma, donc on vous donne les conseils, les lignes directives, comment vous devez écrire les titres, les résumés, l'introduction, méthode, ainsi que la sélection des études, comment vous allez extraire les données, les risques de biais inhérents à chacune des études, la quantification des résultats, la synthèse des résultats, le risque de biais transversal aux études, et puis comment vous allez faire les analyses complémentaires, comment allez-vous présenter les résultats, la discussion, et aussi parler de financement. Et voilà un peu, on vous donne ici un diagramme de flux qu'il faut absolument suivre pour que tout le monde comprenne comment vous avez fait votre méta-analyse. Vous avez également les études analytiques, les études descriptives qui décrivent des variables individuelles, par exemple les caractéristiques d'une maladie particulière. D'autre part, les études analytiques qui analysent l'association entre deux ou plusieurs variables, par exemple une association entre une intervention donnée et l'issue clinique. Les études analytiques correspondent à 4 types d'études de base. Vous avez les essais contrôlés randomisés, les études de cohorte, les études de cas témoins et les études transversales.
Ces différentes études peuvent être facilement distinguées en posant tout simplement des questions simples. Par exemple, est-ce qu'il y a eu exposition? Est-ce qu'il y a eu intervention sous le contrôle de l'expérimentaire? Si c'est oui, alors c'est un essai contrôlé randomisé. Si c'est non, est-ce que ce sont des sujets qui ont été suivis au cours du temps? Si c'est oui, c'est une étude de cohorte. Évidemment, les études de cohorte, souvent, il faut 2 groupes, exposés et non exposés. Si c'est non, donc ça peut être des sujets sélectionnés suivant l'issue. Oui, c'est une étude cas témoin. Non, ça sera alors une étude transversale. Alors, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il y a une sorte de hiérarchisation en fonction du niveau de preuve sur les types d'études. Donc, vous voyez, c'est une pyramide ici. Au bas des échelles, ce sont des études individuelles, les cas cliniques. Ça, c'est vraiment au bas de l'échelle. Suivi des séries de cas. Ensuite, des études transversales. Un peu plus haut, les études cas témoins. Les études de cohorte. Des essais contrôlés randomisés. Et vous voyez vraiment au sommet de la pyramide, vous avez les revues systématiques et les méta-analyses. Donc, lorsque vous faites votre travail et que c'est une méta-analyse, vous avez beaucoup plus de poids que si vous faites une étude, un cas clinique. Donc, les niveaux de preuve est plus élevé dans les méta-analyses, les revues systématiques par rapport aux études transversales, les études cas témoins et les études de cohorte. Alors maintenant, quelles sont les étapes pour la rédaction scientifique? La première chose, c'est d'abord écrire votre protocole. Et quand vous écrivez votre protocole, vous devez voir les experts. Il y en a à l'école de santé, il y a d'autres cliniciens qui ont quand même des notions. Il faut aller consulter ces personnes-là. Comme ça, vous faites votre protocole en bonne et due forme. Vous discutez de tout, l'échantillonnage, comment vous allez le faire, le nombre de sujets nécessaires, quelles sont les analyses statistiques que vous allez faire. Et maintenant, après, vous devez récolter les données. Et la récolte des données, il faut vraiment être sérieux. Parce que si vous voulez préparer un bon foufou, vous devez avoir une bonne farine. Mais si vous avez une mauvaise farine, eh bien, vous allez avoir un mauvais foufou. Donc, l'étape de la collecte des données est très, très, très importante. Et c'est pour ça que si vous devez faire une étude documentaire, vous devez vous rassurer que les dossiers médicaux ont été bien tenus. Donc, la récolte et le traitement des données, tenue et gestion des archives ou enquêtes sur terrain, c'est l'étape fondamentale. Et quand vous avez ça, vous faites maintenant les analyses statistiques avec ceux qui s'y connaissent, ou si vous avez des notions, vous pouvez le faire. Et vous allez maintenant faire des tableaux et des figures. Quand vous allez terminer les tableaux et les figures, maintenant vous écrivez les chapitres résultats. Quand vous avez terminé d'écrire les chapitres résultats, vous allez écrire maintenant votre méthode. Vous expliquez toute la méthodologie utilisée pour obtenir vos données, les analyses qui ont produit les résultats illustrés dans les tableaux et figures, et puis vous faites la discussion. Après la discussion, vous écrivez maintenant l'introduction. Et après l'introduction, ça sera maintenant le résumé, et puis vous faites les références. Donc vous voyez que c'est un peu différent de ce qu'on présente lorsque on écrit un article. Alors, quelle est la structure d'un article original? Eh bien, un article original est structuré autour des règles IMRAD. Donc, vous avez I comme introduction, M comme méthode, R comme résultat et discussion. Et la connaissance des recommandations facilite la lecture critique d'un texte. Eh bien, un article original sans structure bien définie, c'est comme un corps sans squelette. Et donc, il faut respecter les règles énoncées dans les recommandations aux auteurs de la revue. Mais on sait aujourd'hui que les règles tendent à se généraliser. Mais chaque revue a des recommandations particulières. Par exemple, les titres résumés
ça représente l'article en miniature. L'introduction, ça expose pourquoi le travail a été fait. Méthode, ça explique comment le travail a été fait. Résultat, expose ce qui a été trouvé, observé. La discussion confronte le travail à l'état actuel des connaissances. Et les références donnent accès aux travaux sur le même sujet. Les auteurs, il ne faut jamais les oublier. Et les tableaux et figures ont leur place dans n'importe quel chapitre, surtout dans méthode et résultats. Évidemment, on ne va pas mettre les tableaux dans les résumés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut distinguer parfaitement chaque chapitre. Ce qu'il faut éviter, faire apparaître des résultats dans la méthode ou dans la discussion, résumés alors qu'ils ne sont pas présentés dans les résultats. Parfois, on trouve des résultats qui n'ont pas été présentés dans la section résultats, on les trouve dans la discussion. Par exemple, dans la méthode, si vous dites que vous avez travaillé, vous avez examiné 100 sujets, 100 là devaient apparaître plutôt dans les résultats, mais pas dans la méthode. Il faut éviter de discuter son travail dans la méthode ou dans le résultat. Éviter de répéter l'introduction dans la discussion. Éviter de faire un titre et résumé différent du contenu de l'article. Le titre, c'est un élément important d'un article scientifique. C'est l'empreinte digitale, c'est-à-dire doit refléter le contenu. C'est la partie la plus lue et doit être le plus spécifique possible et contenir le moins de mots possible. Le titre doit être court et informatif par rapport au contenu de l'article. Certaines revues limitent le nombre de mots à 10 à 15. Demandent parfois un titre courant, maximum 40 caractères, espace compris. Alors, on doit éviter deux écueils quand on écrit un titre trop concis, il ne précise pas le contenu spécifique du travail, trop précis, il risque d'être trop long. Donc, il faut équilibrer entre trop concis et entre trop précis. Alors, il existe aussi des conseils, comment écrire un titre, comment construire un titre. Vous avez les sites que vous voyez là-bas, le choix et les sélections des mots, l'agencement des mots, le principe de la position forte, éviter les mots sans information, étude de, données récentes dessus, à propos de, service, considération, contribution. C'est bien mal commencé un article qui se veut original. Les mots-clés, c'est un nombre limité, ça caractérise le travail, ça peut servir à l'indexation. Souvent, il y a des revues qui demandent tout au plus 6 mots-clés et à mettre en ordre alphabétique. Le résumé, c'est la deuxième partie la plus lue. Ça doit être attractif, car il consiste sur le premier contact du lecteur avec la matière traitée. Il faut être clair et simple. Un bon résumé doit permettre au lecteur d'identifier l'essentiel de l'article. Il ne doit en aucun cas contenir une référence et selon les cas, beaucoup d'abréviations. Quel est le contenu du résumé? Pourquoi ce projet de recherche a été entrepris? Souvent, on peut commencer par le contexte et puis l'objectif. Qu'est-ce qui a été fait et comment? Ça, c'est méthode. Quels sont les résultats en chiffres? Donc, les résultats doivent avoir des chiffres, surtout si c'est une étude quantitative. Et parfois, on peut mettre les limites du travail. Ensuite, quelles sont les conclusions? Les conclusions doivent être tirées des résultats que vous avez présentés dans les résumés et pas d'ordre général. Alors, ça doit être utilisable, sorti du contexte de l'article, écrit en dernier lieu car le résumé de l'article. Et puis, vous avez la structure IMRAD. Dans les revues francophones, souvent, on doit avoir une version en français et en anglais. Contenu une ou deux phrases de chaque partie, dernière phrase, conclusion principale. Alors, la taille, norme dans le Vancouver, c'est 150 mots. La plupart des revues acceptent tout au moins 250 à 300 mots. Alors, méthode, c'est une partie très très importante. Ça doit être suffisamment précis pour qu'un lecteur puisse reproduire ou vérifier le travail. Ça ne doit comporter ni résultats ni commentaires. Cette section
décrit comment le travail a été réalisé en fournissant des informations précises. Donc, on va mettre les objectifs, on va décrire les critères d'inclusion, etc. Et tout ça se trouve dans les lignes directives dont je parlais, c'est sur les sites des annales. Là, ce sont les objectifs que l'on peut mettre dans les méthodes. Alors ici, c'est un peu, c'est pour vous donner, c'est pas pour vous effrayer. Hein, donc ici, les statistiques couramment utilisées. Si vous avez des variables continues, voilà ce que vous pouvez faire comme test statistique avec un groupe testé, deux groupes testés à 2 échantillons, jumelés, testés à parier, plus de 2 groupes, c'est la NOVA. Continue, vous avez la régression linéaire, ou etc. Vous avez aussi les variables catégoriques, les tests liquidés, et pour les petits échantillons, tests exacts. Si vous voulez rechercher, par exemple, les déterminants, vous avez la régression logistique, etc. Mais vous voulez faire la survie, vous voulez comparer des groupes, vous avez, d'abord, vous devez décrire la survie par Kaplan-Meier. En comparant les groupes, vous allez passer par les tests de log-rank, etc. Mais si c'est plus de 2 groupes, vous pouvez même avoir l'équipe carré. Et si c'est pour rechercher le prédicteur de la survie, vous avez la régression multivariée des Cox. Les résultats. Donc, chaque résultat ne doit contenir que le résultat se référant directement au critère de jugement. Donc ici, il faut présenter tous les résultats, rien que les résultats, mais il y a parfois des erreurs qu'il faut corriger. Alors, il faut bien faire les tableaux et les figures, et ça ne doit pas être redondant avec les commentaires. C'est-à-dire, les tableaux doivent parler d'eux-mêmes. Le contenu des tableaux, il ne faut pas tout commenter, sinon ça devient redondant. Donc, résultat, une démarche scientifique logique, il faut des résultats originaux, les tableaux en priorité, figures et textes. Ici, pas de référence. La discussion, cette partie précise si le but du travail exposé à la fin a été atteint ou non. Ça juge de la qualité et la validité des résultats, compare les résultats observés à ceux d'autres auteurs, en cherchant à expliquer les différences et en soulignant l'apport original. Et chaque fois qu'on a comparé, on doit toujours terminer par une note explicative, infirmant ou confirmant ce qui a été publié avant. Les erreurs, c'est la répétition de ce qui a été dit dans l'introduction ou l'inexactitude des citations, l'usage du temps au passé, tout ce qui relate un fait résultat, au présent, ce qui est une opinion d'auteur, ou ce qui correspond à des notions bien établies, on va utiliser le présent. Quelles sont les principales erreurs dans la discussion? Donc, on transforme la discussion en une mise au point. Il faut discuter son travail et non le sujet en général. Répétition, faire des rédits, notamment avec l'introduction. Découverte des nouveaux résultats qu'on n'avait pas présentés dans la section. Des erreurs de citation ou sur les résultats d'autres auteurs. Il faut aussi éviter les expressions émotionnelles. Les expressions qui expriment la compassion, expressions de courtoisie, ou sa surprise, ou son désespoir. Par exemple, cette étude révèle. Bon, la révélation, ça c'est dans la religion, on ne va pas révéler ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? 30% de l'article entier et pas plus. C'est ça la discussion. Il faut répondre à l'introduction. Le but a-t-il été atteint? Il faut critiquer votre travail, méthode, résultats positifs comme négatifs. Il faut confronter avec la littérature. Et bien évidemment, il faut ouvrir sur des orientations nouvelles. Ce qu'il faut éviter, c'est une discussion trop longue. Répéter les résultats. Apparition de nouveaux résultats. Ne pas répondre à la question posée dans l'introduction. Redonner les résultats des autres et les discuter sans commenter vos propres résultats. Il faut éviter aussi trop de références. D'ailleurs, quand vous avez trop de références dans un travail scientifique, c'est que vous n'avez pas d'esprit critique. Il faut aussi éviter les références de seconde main. Vous n'avez pas lu cet article, mais puisque ça a été cité dans un autre article, vous mettez seulement la référence. Alors,
Les considérations éthiques. Le consentement éclairé est le processus par lequel un individu exprime volontairement son consentement de participer à une étude, après avoir été informé de tous les aspects de l'étude. Donc là, c'est très important. C'est pourquoi il faut soumettre votre travail au comité éthique. Ils vont voir, ils vont vous corriger, voir si réellement vous respectez la déclaration de Helsinki sur le consentement éclairé. Quels sont les éléments qu'on met dans le consentement éclairé? Il y a l'institution de recherche, la filiation du chercheur, la description du but de l'étude, mais aussi les sources de financement, le risque et les bénéfices de l'étude, les contraintes liées à la participation à l'étude. Est-ce que la participation est sur base du volontariat ou pas? La compensation ou l'indemnisation. Et puis la confidentialité des informations, les procédures et moyens de communication avec les chercheurs, la compréhension par les participants, et puis la partie signature et la date. Les références. Eh bien, les références justifient tout à fait l'énoncé. C'est un principe fondamental de la démarche scientifique. Elles soutiennent les faits ayant amené les auteurs à formuler l'objectif du travail, renvoient aux méthodes déjà décrites et argumentent les résultats critiqués dans la discussion. Sélectionnent de façon pertinente et doivent être appelés dans les textes. Vous ne pouvez pas écrire une phrase qui ne vous appartient pas, vous devez mettre nécessairement la référence. Alors, pourquoi doit-on faire une revue documentaire? Ça permet de faire une idée sur le point actuel des connaissances sur les sujets. Éviter de refaire les travaux qui ont déjà été faits. Donc, il ne faut pas réinventer la roue. Identifier les écarts et les différences dans les connaissances sur les sujets, se familiariser avec les différentes méthodes employées. Ça permet de justifier l'étude de recherche. Quelles sont les sources de renseignements possibles? Vous avez les publications, les livres, les articles des journaux scientifiques, les recueils des résumés, les renseignements non publiés, les rapports, les thèses, les registres, bases de données informatiques. Et particulier, ça peut être des groupes, organismes et les personnes ressources. Quels sont les sites pour la recherche de référence? Voilà, vous avez par exemple ici PubMed. Ça, c'est le site, je vous ai dit qu'il y a environ 1 million d'articles chaque année. Vous avez pour nous, le pays à faible revenu, vous avez INARI, ça c'est gratuit. Évidemment, il faut avoir le code, chaque université reçoit le code d'INARI. Et il ne faut jamais utiliser l'INARI en dehors du pays. Dès qu'on constate que vous avez le code INARI de la RDC, vous naviguez à Brazzaville, on va retirer ces codes. Vous allez avec ces codes, vous utilisez en France ou en Belgique, on va retirer ces codes. C'est uniquement quand vous êtes dans votre pays. Vous avez aussi EJOL, African Journal Online, c'est aussi un site important. Et vous avez les annales africaines de médecine qui sont là. Les informations sources, vous avez aussi l'OMS avec le lien là de l'OMS. Quelques repères, présenter les références selon le système adopté par le journal, contrôler les références avec l'article ou sa photocopie. Il ne faut citer que des références des documents publiés que l'on a choisis et lus. On dit bien référence, on ne dit pas bibliographie, on ne dit pas non plus référence bibliographique, mais référence. Quelle est la place des références? Le plus tôt possible, après l'énoncé du fait. Quel chapitre du manuscrit on peut mettre en introduction, dans la méthode, dans la discussion et parfois même figure et tableau. Alors maintenant, il existe des logiciels de référence. Par exemple, moi j'utilise souvent EndNote, c'est très intéressant. Il y en a qui utilisent Mendeley, d'autres Zotero. Donc ici, avec EndNote, vous pouvez avoir une bibliothèque virtuelle de vos références, de sorte que quand vous écrivez, vous cliquez et la référence va quitter facilement votre bibliothèque virtuelle directement dans votre travail. Et si vous faites corriger par votre maître, il vous demande d'enlever et d'ajouter facilement
le logiciel va faire ce travail sans que vous ne puissiez souffrir. Quelles sont les références à ne jamais citer? Les résumés des congrès non publiés dans les périodiques, les manuscrits soumis pour publication, les communications orales, parfois les thèses dans certaines revues, les références non lues, références dites de seconde main, références à éviter, les articles d'accès difficile, les périodiques peu diffusés, langue peu utilisée, les références de thèses non publiées, le résumé des congrès publiés dans les périodiques, les articles didactiques, les communications personnelles, les articles sous presse, sans oublier les références publiées dans les revues pirates. Alors, quels sont les systèmes de référence? Il y en a plusieurs. Il y a les systèmes numériques séquentiels, il y a les systèmes alphabétiques numériques, il y a les systèmes auteurs-date ou les systèmes Harvard, les systèmes de Vancouver, adoptés pour la plupart des périodiques, les systèmes de Harvard, c'est utile au stade de la rédaction du manuscrit. Alors voilà, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des recommandations, des lignes directives qui peuvent changer chaque année. Vous avez les ICMG, ça c'est très important. Et là, vous avez ici, l'année passée, en 2022, on a mis à jour ces recommandations pour la conduite, la présentation, la rédaction, la publication des travaux de recherche soumis à des revues médicales. Alors maintenant, qui peut être auteur d'un article? Alors, comme vous le savez, la paternité d'une œuvre biomédicale apporte une reconnaissance et a d'importantes implications académiques, sociales et même financières. Donc la paternité implique également la responsabilité et l'imputabilité pour la recherche publiée. La liste des signataires n'indiquant pas quel a été le rôle respectif des divers contributeurs. Certaines revues demandent et publient maintenant des informations sur les contributions de chaque personne identifiée comme ayant participé à l'étude soumise, tout au moins s'il s'agit des travaux de recherche originaux. Qu'est-ce qu'un auteur? Il y a 4 choses importantes. Un auteur, c'est quelqu'un qui a contribué de manière substantielle à la conception et aux méthodes de la recherche, à l'acquisition, l'analyse ou l'interprétation des données. Deuxièmement, la rédaction préliminaire de l'article ou sa révision critique impliquant une contribution importante au contenu intellectuel. Troisième critère, la personne qui a approuvé la version finale à publier ou la version après révision. Enfin, l'engagement à assumer l'imputabilité pour tous les aspects de la recherche en veillant à ce que les questions liées à l'exactitude ou l'intégrité de toute partie de l'œuvre soient examinées de manière appropriée et résolues. Donc, si quelqu'un ne répond à aucun de ces critères, il ne peut pas être auteur ou co-auteur de l'article. Donc, il est des responsabilités collectives des auteurs et non de la revue à laquelle le manuscrit est soumis, de veiller à ce que tous les signataires remplissent les 4 critères indiqués. Le rôle du rédacteur n'est pas de déterminer qui remplit les conditions requises ou non en tant qu'auteur, ni d'arbitrer des conflits en la matière. Bien que l'auteur chargé de la correspondance soit le principal responsable des communications avec la revue, mais il y a des recommandations au rédacteur. Il faut envoyer une copie de chaque correspondance à tous les signataires du manuscrit. Quels sont les contributeurs qui ne peuvent pas être considérés comme auteurs? Ceux qui ne remplissent pas les 4 critères. Donc, ils ne doivent pas figurer parmi les auteurs. Ils doivent être cités dans la rubrique des remerciements. Les exemples d'activités qui, à elles seules, par exemple, le fait seulement de collecter des données ou de faire des analyses statistiques, ce n'est pas suffisant pour être auteur. Les conflits d'intérêts, c'est une situation dans laquelle le jugement professionnel concernant un intérêt principal, par exemple le bien-être des patients, la validité des recherches, ça peut influencer un intérêt secondaire ou même un gain financier. Donc la participation des conflits d'intérêts est tout aussi importante que les conflits d'intérêts eux-mêmes.
Il y a aussi les relations financières, par exemple les salaires, l'expertise. Par exemple, une firme vous finance pour écrire un article, conflit. Cependant, des conflits peuvent survenir pour d'autres raisons, telles que des relations de rivalité personnelle, la compétition universitaire ou les convictions intellectuelles. Alors, malheureusement, il y a aussi des fraudes scientifiques, des expressions de réserve et même des articles qui sont aujourd'hui rétractés. La fraude scientifique, c'est une violation des conventions déontologiques, de l'éthique professionnelle et du respect dû à la communauté scientifique. Quelles sont les raisons potentielles de frauder? Il y a la pression. La science est un domaine éminemment concurrentiel. La carrière d'un scientifique est très liée à ses publications. Il y en a qui vont arranger les données d'une expérience dont on croit connaître les résultats. Un scientifique persuadé que son hypothèse est exacte et se retrouvant confronté à l'impossibilité d'avoir des résultats expérimentaux peut falsifier des données, ce qui n'est pas bon du tout. Il y a la difficulté à reproduire certaines expériences. La reproduction d'une expérience peut être particulièrement difficile car un nombre de choses peuvent interférer avec les milieux expérimentaux. Alors le scientifique fraudeur peut donc espérer mettre sur le compte de la difficulté à reproduire son expérience à fraude, ayant ainsi un sentiment d'impunité. Quelle est la prévalence des fraudes? Eh bien, la communauté scientifique présente généralement la fraude comme marginale, mais il existe peu d'études de grande ampleur pouvant le confirmer. Certains domaines sont le plus touchés que d'autres. Ainsi, une étude en 1993 montre que ce sont les sciences de la santé qui sont le plus touchées. 47% de fraudes proviennent des sciences de la santé. Les sciences de la vie, c'est 17%, les sciences humaines, 16%, les sciences pures, 15%, enfin, les sciences de la Terre, 4%. Alors, on peut classer les cas d'inconduite scientifique en 3 catégories. Il y a les fautes majeures, les petites fautes ordinaires et les simples négligences. Dans une enquête auprès de plusieurs milliers de chercheurs, qui a Paris d'Aniège, des personnes interrogées ont jugé que les actes des 2 premières catégories devaient être sanctionnés sévèrement. La 3e catégorie appelant un peu d'indulgence. En même temps, un tiers de personnes interrogées admettaient avoir commis, au cours des 3 dernières années, au moins un des actes jugés condamnables. Quelles sont les conséquences des fraudes? Pour la science, si la fraude est révélée tardivement, certains scientifiques ont pu utiliser les éléments falsifiés, rendant ainsi caduques leurs recherches. Pour la société a généralement une grande confiance en la science, et la fraude scientifique a tendance à ruiner cette confiance et à propager des croyances irrationnelles. De plus, les applications des découvertes scientifiques peuvent se révéler dangereuses, notamment dans les cas d'élaboration des médicaments. Lorsque des responsables politiques prennent leurs décisions sur des données scientifiques, la fraude peut avoir un impact. Pour les scientifiques et son entourage, la fraude scientifique étant considérée comme très grave, le fraudeur est bien souvent licencié, sa réputation fortement entachée et des doutes apparaissent sur l'ensemble de ses travaux. Au Japon, il y a eu même des gens qui se sont suicidés. Mais il n'y a pas que des fraudeurs d'être touchés. Son entourage immédiat tel que ses responsables, le co-auteur des articles incriminés et enfin l'institution dont il est membre. Quelles sont les formes de fraude? Vous avez 3 grandes formes. La fabrication des données, l'altération des résultats défavorables à l'hypothèse avancée, et vous avez le plagiat, ou bien fabrication, falsification, plagiat. À ces fraudes s'ajoutent des fautes professionnelles ou scientifiques et des comportements qui posent problème concernant la qualité des travaux et l'éthique, comme la soumission plusieurs fois de la même publication en l'ayant un peu modifiée, les défauts de mention de conflits d'intérêts, la non-conservation des données primaires, l'abus des sujets de recherche. Qu'est-ce que le plagiat? Le plagiat consiste à copier un auteur sans le dire ou à fortement s'inspirer d'un modèle que l'on nommait délibérément ou par négligence de désigner. Il y a ce qu'on appelle l'autoplagiat, donc vous recomposez vos propres écrits. Alors comment est-ce qu'on peut se protéger contre le plagiat? Il y a aujourd'hui des logiciels gratuits
vous avez la liste ici qui n'est pas exhaustive. Il y a des logiciels commerciaux. Par exemple, quand vous soumettez votre article aux annales, on commence d'abord par rechercher s'il n'y a pas de plagiat. Donc voilà, ici c'est des fraudes scientifiques, des rétractions. Voilà, ici c'est un cas d'un article qui a été rétracté. C'était publié dans Lancet en 1998 et en 2010, on a découvert que c'était une fraude. C'était dans un congrès, on a présenté les résultats, on a dit que c'est monsieur tel qui avait écrit cet article. Alors quelqu'un s'est rappelé, oh, ce monsieur-là n'est pas clinicien. C'est un monsieur qui n'est même pas en clinique, mais comment il peut écrire des choses comme ça? Et puis, on va interroger l'hôpital, on s'est rendu compte que c'était la fraude, et puis on a retiré cet article. Alors, le chercheur doit avoir ce qu'on appelle le numéro ORCID. Et c'est simple. Vous allez dans Google, vous écrivez ORCID, et puis ça vous amène vers la plateforme. Vous allez remplir un formulaire, et puis vous avez votre identifiant de chercheur. Étant donné que chacun de nous a notre identifiant, nous avons maintenant des cartes électorales ou bien des passeports, les chercheurs doivent avoir aussi son identifiant. C'est ce qu'on appelle l'ORCID. Les revues scientifiques ont l'identifiant, c'est l'ICSN. Chaque article a aussi un identifiant, c'est ce qu'on appelle les DOI. Les livres ont aussi des identifiants, c'est ISBN. Donc voilà, c'est important d'avoir aussi son propre identifiant et vous pouvez l'avoir gratuitement en vous inscrivant sur ces sites-là d'ORCID. Alors, en conclusion, on dit qu'elle porte, peut-être on peut d'abord voir les revues pirates et puis on va conclure après. Ici, vous avez un site qui parle des revues pirates. C'est un danger. J'ai écrit un article qui est sur le site web des Annales africaines qui parle des revues pirates. Vous avez la liste qui n'est pas exhaustive des journaux pirates. Les revues pirates, c'est une pollution importante de la science. Il semble que ça a été créé en Inde, en Chine, avec des adresses postales et des adresses IP en Amérique du Nord. Les revues pirates s'inspirent d'une revue existante. Les revues inventent des comités de rédaction avec ou sans autorisation des experts, disent faire un peer reviewer, c'est-à-dire un comité de lecture, assurent une publication rapide, les chercheurs sont contents, et c'est discutable, hein. Ils font payer par article 100 à 300 $, d'autres sont jusqu'à 700, 900 $, mais c'est quand même discutable. Alors, en 2014, on estimait qu'il y avait au moins 400 000 articles publiés dans les revues pirates. En 2010, c'était 58 000, et voilà, 400 000 en 2014. Aujourd'hui, c'est plus que ça. Ça provient au moins de 8 000 revues scientifiques. En moyenne, c'est 178 $ en moyenne pour une publication en 2 à 3 mois. Et ces revues attirent beaucoup plus les chercheurs d'Asie et surtout d'Afrique. Voilà ici un exemple d'une revue qui a été piratée. La vraie revue s'appelle l'Association française pour la production fourragère. Vous voyez même les couleurs, etc. Bon, regardez maintenant ici la revue pirate. La revue pirate a pris à peu près la même couleur, mais elle met en anglais. C'est toujours le même titre, l'Association française pour la production fourragère, mais regardez, tout devient maintenant en anglais. Ils ont mis en anglais, mais c'est proche de la revue, de la vraie revue. Quand vous regardez les comités de rédaction, la vraie est en français. On reprend presque le même nom du comité de rédaction de la vraie revue, mais on va changer par exemple. Là-bas, c'est greffier. Ici, on a mis clerc. Là-bas, la présidente, c'est Madame Françoise Verte. Ici, on a mis chairman, on dit Françoise Green. Donc, on a même traduit le mot vert en anglais.
Ça, c'est la revue pirate. Souvent, les articles des revues pirates sont incohérents. Il faudrait des codes d'accès, d'autres sont en accès libre, on met des PD. Et toutes ces données des revues pirates, il faut savoir que ça va disparaître un jour. Ce ne sont même pas des scientifiques qui créent ces revues, ce sont des commerçants, des gens qui cherchent seulement l'argent. Et on a essayé de chercher la revue pirate d'où elle venait. 6 mois plus tard, la revue originale a appris à cohabiter avec la revue piratée. Il n'y a pas d'action envisagée, car aucune autre revue serait créée. Les articles de la revue anglophone piratée varient au cours du temps. Certains ont été traduits depuis des articles des sites français et les responsables de ces piratages n'est pas connu. Alors, comment identifier une revue pirate? La première étape, vous ou votre collègue ne connaissez pas cette revue n'a jamais été utilisée dans votre laboratoire. Cette revue démarche régulièrement auprès des auteurs. Elle envoie des courriers qui s'apparentent à des spasmes. Elle vous dit qu'il a un peer review très rapide. Donc vous soumettez aujourd'hui dans les 3-4 semaines, ou bien, que j'ai dit, 3-4 jours, peut-être une semaine, vous voyez déjà la revue est acceptée. Là, on ne vous dit pas encore qu'il faut payer, mais maintenant, quand on veut publier, on vous demande entre 50 et 800 $. Les tests contiennent des fautes grammaticales, orthographiques, le site n'est pas fréquemment mis à jour, contient des liens morts. La première page du site cible les auteurs plutôt que les lecteurs. Les images sont souvent déformées, par exemple photographie de personnes, rendant impossible la détection automatique des copies illicites. Le nom de la revue est flou et souvent très général. On contient souvent des mots internationaux, recherche, des choses comme ça. Ça, c'est la première étape. Par exemple, ici, vous voyez bien que j'ai été contacté par une revue pirate. Ils ont mis mon nom, etc. Et puis, ils vous disent, non, nous allons, les facteurs d'impact de l'OTAN, nous allons publier dans tel, d'ici une semaine, 2 semaines, envoyez vos articles. Et puis, on vous dit que la revue est indexée dans tout ça. Alors que quand vous allez sur les liens d'indexation, cette revue n'est même pas reconnue. La deuxième étape, il faut vérifier. Les vérifications sont indispensables. Est-ce que la revue n'est pas sur la liste des revues pirates? Évidemment, vous savez que la liste n'est pas toujours exhaustive. Regardez si la revue elle est open access et doit nécessairement être dans DOEG. Si elle n'est pas là, recherchez même l'ASSN. Si vous voyez que l'ASSN c'est un faux ASSN, cette revue annonce un facteur d'impact, mais souvent c'est faux. Il est parfois difficile, voire impossible de trouver l'adresse physique de la revue, de l'éditeur. L'éditeur annonce être un leader, alors que l'historique montre moins de 5 ou 6 années de publication. Donc vous prenez seulement le nom de membres du comité de rédaction, vous faites la recherche, vous allez voir que ce sont des gens qui n'ont jamais publié. Cette revue qui n'indique aucune affiliation, normalement une revue doit avoir une affiliation. Par exemple, nous, les Annales, c'est la revue officielle de notre faculté. C'est bien écrit, c'est la revue de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Ou alors d'une société savante reconnue. Mais les revues n'ont aucune affiliation, c'est souvent des revues pirates. Troisième étape, c'est l'observation du processus. Le manuscrit doit être soumis par courrier, donc par mail, alors que même nous, aux Annales, c'est en ligne, ce n'est pas par mail. Le fonctionnement du processus peer review n'est pas expliqué. Le guide des auteurs, c'est une copie collée d'une autre revue. Le rédacteur en chef ou les membres du comité sont difficiles à identifier, ne sont pas connus ou proviennent majoritairement de la même zone géographique. Plusieurs revues du même pseudo-éditeur ont le même staff éditorial. Aucune des personnes impliquées dans le processus de validation n'a d'articles publiés dans la revue. Les domaines couverts par l'éditeur sont souvent disparates. Vous allez voir un géographe, mais qu'on retrouve dans une revue scientifique. Quatrième étape, la diffusion. Les articles doivent être mis en page par leurs auteurs. Les PDF, les articles sont bloqués, il est impossible de faire des copies-coller.
Donc il y a bien des choses qui montrent clairement que c'est une revue pirate. Voilà, ça ce sont des lectures que je vous conseille. La rédaction médicale, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez lire tous ces livres et même cet article est très intéressant pour vous aider à bien comprendre comment écrire un article scientifique. Alors, en conclusion, donc, conclusion, ça porte généralement sur les résultats et éviter les spéculations. Il n'y a pas de discussion dans la conclusion et puis vous allez mettre les mots-clés. Alors ici, si vous regardez bien, on résume un peu les titres, la liste des auteurs. L'introduction, c'est pourquoi j'ai fait ce travail. Et là, vous allez mettre ce qui est connu, ce qui est inconnu, ma question ou l'objectif de votre travail, méthode, comment j'ai fait ce travail. Vous allez sélectionner, vous allez mettre la sélection, l'intervention, l'évaluation, les méthodes statistiques. Résultats, qu'est-ce que j'ai observé? Les résultats principaux en quelques lignes. Et puis, vous allez présenter vos résultats sous forme de tableaux, des figures. La discussion, qu'est-ce que je pense? Vous allez répondre à la question. Il faut toujours mettre les forces et faiblesses de votre travail. Et en essayant de discuter la validité interne et externe, les forces et faiblesses par rapport aux autres, et comment expliquer les phénomènes, et puis vous donner des perspectives. N'oubliez pas que l'abondance de références est un excellent indicateur de l'absence d'esprit critique de l'auteur. J'ai dit et je vous remercie.